Le Mali aura dominé le 20e sommet de l'Union africaine qui était consacré au thème du panafricanisme et de la renaissance africaine. Tous les intervenants sont revenus sur la question du règlement des conflits qui prolifèrent sur le continent. Au Burkina, le Parlement de la 5e législature parachève la formation de son bureau et la mise en place des groupes parlementaires et des commissions générales qui vont animer le travail parlementaire pendant une année. L'élection des membres du bureau s'est effectuée sans le groupe ADJ de l'opposition qui a claqué la porte pour dénoncer les conditions de désignation des membres du bureau. En Égypte, l'opposition refuse le dialogue national proposé par le président Mohamed Morsi et demande sa démission. Dans ce contexte de violence qui a fait 50 morts en 3 jours, le président a décrété ce lundi l'état d'urgence. Madame, Monsieur, bienvenue aux 20h sur la RTB. Bonsoir. La prolifération des conflits sur le continent inquiète les dirigeants du continent qui étaient réunis à Addis Abeba pour le 20e sommet de l'Union africaine. La gestion et le règlement des crises a largement dominé les discussions entre chefs d'État et de gouvernement. Tous les intervenants à la tribune ont souligné l'importance de la paix et de la stabilité, gage d'un développement harmonieux du continent. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux Jean Zongo et Alfred-Marie Leopold Nikiema. Initialement prévu pour se tenir autour de la problématique du panafricanisme et de la renaissance africaine, le 20e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a dû se pencher sur d'épineuses questions que l'actualité a imposées. Il s'agit d'abord de la crise au Mali, qui a obligé la communauté africaine à recourir à l'intervention militaire avec l'appui de la France et de nombreux autres partenaires. La Commission a exprimé sa solidarité avec le Mali et a appelé ses membres à lui apporter les appuis nécessaires sur les plans logistiques, financiers et du renforcement des capacités militaires. Une démarche qui vise à lutter plus efficacement contre les groupes armés, terroristes et criminels actifs au nord du Mali. Elle a en outre renouvelé la demande de l'Union africaine et de la CEDEAO au Conseil de sécurité de l'ONU pour qu'il autorise d'urgence un financement à travers les contributions des Nations Unies mises à recouvrement afin de permettre un déploiement rapide de la mission et la conduite efficace de ces opérations. D'autres conflits sur le continent ont orienté les discours vers les rapports du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Un conseil qui a du reste demandé à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples d'ouvrir une enquête sur la situation des droits humains au Nord Mali, y compris les exactions commises contre les militaires maliens et leurs familles à Aguelok en janvier 2012. Un rapport assorti de recommandations concrètes à ce sujet est attendu afin de prendre les mesures appropriées. Abordant la situation en République centrafricaine, les intervenants à la tribune ont déploré la persistance des conflits du genre sur le continent. Ils ont encouragé les deux parties à poursuivre les négociations franches pour le retour à la paix dans le pays. Entre les deux Soudans, les relations restent difficiles malgré quelques avancées, mais les multiples violations des accords obtenus et signés sont toujours légion. Des mesures fortes pour mettre fin au conflit devraient être prises d'ici à la fin du sommet et le panel de haut niveau de l'Union africaine devrait accélérer le processus de pacification de la zone. Autre zone, autre conflit, la République démocratique du Congo où l'usage des armes pour régler les revendications a été condamné par le Conseil de paix et de sécurité. Une force internationale neutre devrait y être déployée pour régler la crise à l'est du pays. Également discuté au cours de ce sommet, le sort de la mission de l'Union africaine en Somalie, AMISOM. Ce sommet s'est donc ouvert sur fond de règlement de crise sur le continent et il appartient au Premier ministre éthiopien qui préside depuis ce dimanche aux destinées de l'Union de poursuivre les efforts de médiation et de règlement des conflits entrepris par ses prédécesseurs. Tous ont convenu de l'essentiel, le développement du continent africain passe nécessairement par la stabilité et la paix sociale. Situation au Mali, le président du Faso, Blaise Compaoré, estime que le pire est passé. Les forces franco-maliennes contrôlent aujourd'hui les accès de Tombouctou et peu à peu le nord Mali revient sous le contrôle de l'armée régulière grâce à l'appui français. Découvrons les personnalités qui vont animer ce premier bureau du Parlement de la 5e législature avec Anna Lucie Kéré. C'est un bureau fort de 15 membres qui a été élu par les députés de la 5e législature.
Premier vice-président, Nabou Kanidoua, groupe parlementaire CDP. Deuxième vice-présidente, Djendjere Diallo Fatoumata, groupe parlementaire CDP. Troisième vice-président, Nikiema Denis, groupe parlementaire UPC. Quatrième vice-président, Ouedraogo Gilbert Noël, groupe parlementaire ADF-RDA. Cinquième vice-président, Compaoré Jean-Léonard, groupe parlementaire CDP. Premier secrétaire parlementaire, Bassoulé Kando Rosalie, groupe parlementaire CDP. Deuxième secrétaire parlementaire, Dermé Salam, groupe parlementaire CDP. Troisième secrétaire parlementaire, Somé N. Bernard, groupe parlementaire UPC. Quatrième secrétaire parlementaire, Belem Sidiki, groupe parlementaire ADF-RDA. Cinquième secrétaire parlementaire, Carrefour Capone, groupe parlementaire CDP. Sixième secrétaire parlementaire, Dala Jean-Baptiste, groupe parlementaire CDP. Septième secrétaire parlementaire, Benoît Mamadou, groupe parlementaire CFR. Huitième secrétaire parlementaire, Poda Anissé, groupe parlementaire CDP. Premier questeur, Traoré Lakoumi Lorsandi, groupe parlementaire CDP. Deuxième questeur, Dayamba Dahanli François, groupe parlementaire CDP. L'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale a été précédée par la validation du mandat d'un suppléant du parti majoritaire, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Rosida remplace le député titulaire Paul-François Compaoré, démissionnaire. L'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale s'est effectuée en l'absence des députés du groupe parlementaire ADJ, Alternance, Démocratie et Justice de l'opposition, les élus de ce groupe politique ayant claqué la porte de l'hémicycle pour protester contre les conditions de désignation des membres du bureau. Anna Lucie Kéré, toujours. Ils sont 116 sur les 127 députés représentés à l'Assemblée nationale à procéder à l'élection des membres du bureau du tout nouveau Parlement. Les élus du groupe parlementaire ADJ, Alternance, Démocratie et Justice de l'opposition, ont quitté l'hémicycle pour protester contre le système de répartition des postes à pourvoir. Nous avons demandé à ce que chaque groupe parlementaire puisse avoir un vice-président, ce qui va faciliter justement la représentation de chaque groupe parlementaire au niveau du bureau de l'Assemblée. Alors malgré tout ce que nous avons donné comme explication, malgré tout ce que nous avons donné comme raison de ce bien fondé de notre sollicitation, nous n'avons pas été écoutés par le groupe majoritaire. Pour les députés du groupe parlementaire de la majorité, le Congrès pour la démocratie et le progrès, le bureau qui a été élu reflète la volonté populaire exprimée. Il faut aussi que la volonté exprimée par le peuple burkinabé se ressente au niveau de l'Assemblée. Mais depuis la 4e République, vous aurez constaté que toutes les législatures ont essayé de travailler avec l'opposition et la majorité. C'est ce qui s'est passé encore cette fois-ci. Nous avons été élus pour voter la loi, consentir l'impôt et contrôler l'exécutif. De ce point de vue, le travail qu'il y a à faire est un travail collégial, est un travail de partage et d'apprentissage. Le travail administratif de l'avis du secrétaire général de l'Assemblée nationale a été fait suivant les indications des différents groupes parlementaires. Les organes de l'Assemblée nationale doivent refléter les courants politiques qui traversent l'Assemblée. Ça, c'est les traditions parlementaires pour faire une participation en fait de l'ensemble des sensibilités politiques qui traversent l'Assemblée nationale à la gestion de l'Assemblée. Qu'à cela ne tienne, les députés de l'opposition comme de la majorité s'engagent à œuvrer tous pour que les lois qui seront votées répondent aux attentes des populations. Dans la suite logique de la mise en place des instances du Parlement, les députés ont procédé cet après-midi à la mise en place et à l'élection des bureaux de ces commissions. Ainsi, la commission des finances et du budget, COMFIB, est sous la direction de Zambédé Théodore Sawadogo. La commission des affaires étrangères et de la défense échoit au député Pascaline Tamini. La commission du développement économique et de l'environnement, CODE, est présidée par le député Zakaria Tiemtouré. Et enfin, l'honorable Bourema Badini commande la puissante commission des affaires générales et institutionnelles. Après BAM samedi, le Salmatenga accueillait ce dimanche le Premier ministre pour parler du développement de la région dans le centre-nord. La question de l'orpaillage suscite des débats intenses et fait le lit de crise dans certaines localités de la région.
Le sujet a dominé largement les échanges entre la délégation gouvernementale conduite par Luc Adolphe Thiawo et les forces vives de la région. Le reportage est signé de Nyarkiteda. Secteur 4 de Kaya, c'est là que se trouve la maison d'arrêt et de correction de la localité. Le régisseur et ses hommes reçoivent le chef du gouvernement, une première dans l'histoire de l'établissement selon ces derniers. Une occasion alors pour eux de présenter leurs préoccupations au Premier ministre. Manque de logistique, de clôture, insuffisant de personnel, manque de magasins pour stocker les vivres des détenus sont là quelques problèmes énumérés. À ces problèmes s'ajoutent des questions d'assainissement. Les fosses septiques sont remplies. Certaines ont cédé. Conséquence, les eaux usées passent devant les concessions des riverains et stagnent même aux alentours de ces forages du quartier. Ce que nous avons vu est inacceptable et donc j'ai demandé au ministre que les dispositions soient prises rapidement pour qu'il y ait des fosses septiques dignes de son nom, afin que les populations riveraines effectivement n'en souffrent pas. Parce que finalement, on a l'impression qu'elles-mêmes sont dans une prison. Et je crois que ce n'est pas normal. Je crois que ça, il faut rapidement régler cette question d'assainissement. Par contre, au CHR de Kaya, le chef du gouvernement est d'entrée séduit par le dispositif et la propriété dans l'enceinte de l'établissement. Il le sera encore davantage après un tour dans quelques services, suivi des explications sur l'organigramme et les indicateurs de performance qui évoluent d'année en année, et ce malgré les difficultés que connaît le CHR de Kaya. Il y a la malnutrition qui est là. On n'a pas une réanimation polyvalente au CHR de Kaya. Donc vous voyez que nous avons des problèmes avec nos bouteilles d'oxygène. Il faut un service de réanimation qui couvre tout l'hôpital. Cela manque au CHR de Kaya. Il manque une aire de lavage pour les accompagnants. Il manque des cuisines externes. Il manque un réfectoire pour le personnel. Il manque une salle de conférence. Il manque l'électrification du CHR. Toute la cour n'est pas couverte. La directrice générale de l'hôpital de Kaya reste convaincue que si les problèmes sont aplanis, l'hôpital jouera pleinement son rôle. Le Premier ministre assure, le gouvernement travaillera à résoudre ceux qui peuvent l'être. Béon Luc Adolphe Thiawo a rendu visite au triplé qui venait de naître juste avant son passage. Après un geste de soutien, il invite les bonnes volontés à voler au secours du couple issu d'une couche défavorisée. L'école supérieure polytechnique de Kaya a aussi reçu la visite du Premier ministre. Le chef du gouvernement est allé encourager les promoteurs et les encadreurs qui forment les étudiants en génie électrique et civil depuis déjà 7 ans. Voilà un premier élément du séjour du chef du gouvernement dans le centre nord consacré donc à la visite d'infrastructures du CHR et de l'école polytechnique de Kaya. Maintenant, nous allons revoir donc ce reportage annoncé de la rencontre avec les forces vives de Kaya où la question de l'orpaillage a été évoquée. Dans cette salle, c'est un rendez-vous de débat franc. Tous avec le même objectif, le développement du centre-nord. Les populations, à travers leurs représentants, interpellent ici le gouvernement sur leurs préoccupations. Ainsi, le ministre des Mines et de l'Énergie doit répondre de l'exploitation de l'or dans la région qui fait en ce moment des gorges chaudes dans certaines localités. Et à ce niveau, il y a problème parce que dans la salle, même tout de suite, j'ai reçu un SMS me disant donc que la population de Bissa refuse qu'on fasse le dynamitage parce qu'il y a des points, des points sacrés. Alors que c'est un investissement de 125 milliards qui doit être rentabilisé et nous avons inauguré. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà pourquoi je lance un appel aux populations donc de Bissa, surtout du Samatenga, que comme je l'ai dit avec la permission du Premier ministre lors donc, de l'inauguration, que ce soit dans le dialogue qu'on trouve des solutions à tous ces problèmes-là. Le chômage des jeunes, les activités génératives de revenus pour les femmes, l'agriculture, la sécurité, le réseau routier, la santé, l'éducation et l'environnement, tous ces secteurs ont été également évoqués. Les membres du gouvernement, tour à tour, ont rassuré les populations du centre-nord des dispositions prises pour un développement concerté de la région. Des dispositions qui devraient faire l'objet de mise sur pied d'un comité de suivi sous la houlette du gouverneur de la région du centre-nord. Nous avons eu la chance que tous les ministres étaient présents et nous avons élaboré un dossier où on a mis les départements responsables de ces préoccupations. Et avec le Premier ministre, nous avons discuté et lui-même, il a fait un plaidoyer. Il a pris des engagements pour nous accompagner et nous pensons qu'il y a vraiment beaucoup d'espoir. Pour le Premier ministre qui a présidé cette rencontre, c'est un cadre de donner et de recevoir
qui orientent le gouvernement dans les choix des actions. Pour nous, gouvernants, c'est vrai que nous avons des canaux d'information, mais ces canaux ne peuvent pas remplacer le contact direct, parce que ça nous permet vraiment de mesurer les préoccupations des populations, mais aussi ça nous permet, nous gouvernants, de pouvoir aussi avoir des idées, puisque dans les interventions, les populations ont toujours des propositions à faire. Mais aussi en retour, c'est un canal d'information qui nous permet également aussi de restituer certaines choses, de donner des informations souvent méconnues donc, du grand public. Le Premier ministre recommande à l'initiative privée la concertation et l'entente pour développer la région du Centre-Nord. Le Centre-Nord, dont Kaya, le chef-lieu, va abriter les festivités du 11 décembre 2015. La Sofitex obtient 55 milliards de francs CFA du pool bancaire international qui lui accorde sa confiance depuis maintenant 15 ans. La signature de la convention pour le financement de la campagne cotonnière 2012-2013 a été signée le jeudi dernier à Paris, à l'ambassade du Burkina Faso en France. Le reportage est signé de Sylvestre Da. Réunis autour de l'ambassadeur du Burkina Faso en France, le directeur général de la Sofitex et ses partenaires du pôle bancaire international signent là la 22e convention de crédit international destinée au financement de la campagne cotonnière 2012-2013 au Burkina Faso. 84 millions d'euros, soit 55 milliards de francs CFA, sont levés et mis à la disposition de la nationale des fibres textiles. Un montant qui va profiter principalement aux cotonculteurs. Lorsque l'on fait l'enlèvement du coton à partir des champs, il faut amener ce coton au niveau de l'usine, procéder à la transformation et son évacuation vers les ports. Et cela met du temps au niveau de la Sofitex avant d'être payé. Mais les cotonculteurs vivant de cela ont convenu avec la Sofitex d'un engagement pour que, une fois que le coton est enlevé du champ du producteur, qu'il soit payé au maximum une semaine après. Donc 90% du montant que nous venons donc de signer sera consacré au paiement des producteurs de coton. Ce montant va servir en outre à la gestion des activités d'achat et de transport du coton graine vers les usines de grainage, ainsi que les activités liées à l'évacuation des balles de coton fibre vers les ports d'embarquement dans les pays limitrophes du Burkina. Une action significative et rassurante, d'autant plus qu'elle intervient à un moment où la production cotonnière au Burkina est dans une dynamique de relance. Elle est passée en effet de 330 000 tonnes en 2010-2011 à 530 000 tonnes au titre de la campagne 2011-2012. L'année dernière, c'est le coton qui était le premier produit d'exportation. Aujourd'hui, il est devancé par l'or. Néanmoins, il demeure quand même une production majeure. C'est donc dire qu'il faut utiliser cela pour voir comment on peut tirer des recettes qui vont permettre d'assurer une base déjà pour l'industrialisation du pays. Depuis 15 ans sans interruption que dure la collaboration entre la Sofitex et ses partenaires, ce sont près de 1 milliard d'euros dont elle a bénéficié avec des montants revus à la hausse à chaque souscription. La Sofitex a travaillé très sérieusement pendant ces périodes. Les autorités burkinabées ont apporté le soutien qui était nécessaire. L'ensemble de la filière a montré sa résilience et son sérieux. Donc je dirais que la Sofitex est parmi les emprunteurs du secteur du coton en Afrique subsaharienne, l'un des noms les plus respectés et pour lesquels les banques internationales ont sans doute le plus de confiance et d'habilité à travailler. Avec 55 milliards de francs CFA dans les caisses de la Sofitex, la production cotonnière au Burkina Faso démarre sur de bonnes bases. Il ne reste plus qu'à espérer que le prix d'achat aux cotonculteurs soit maintenu à un niveau élevé pour que les producteurs puissent bénéficier des succès de la Sofitex et de la filière coton au Burkina Faso. Le projet Rue Pluviale sensibilise les paysans et les entrepreneurs agricoles à intensifier la production locale de riz. La première étape de cette tournée de la campagne pour le riz local a été donc Koumbia dans le Tuy. Les responsables du projet ont déroulé leurs arguments pour convaincre. Reportage Wenyam Achille Kabouré. Le projet Rue Pluviale veut accroître la production du riz au Burkina. Et dès sa mise en œuvre en 2001, le projet s'est buté à des obstacles. Aujourd'hui, il recherche des stratégies pour mieux se faire comprendre et accepter. Il y a des sites qui nous sont proposés et après, quand nous commençons, il y a des problèmes fonciers qui se posent. Et donc, on est obligé d'aller dans un autre site.
Et ça retarde donc les activités. Dans un échange direct entre les services techniques, entre les responsables du projet, les autorités administratives et les populations, permettent de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants, comment il faut s'y prendre pour adhérer au projet, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre. Et selon les estimations, chaque Burkinabé consomme environ 52 kg de riz par an. La plus grande quantité de cette céréale est importée. Une raison pour chercher à intensifier sa production au niveau local. Le Burkina est toujours confronté à un déficit en matière de riz pour couvrir les besoins, ce qui justifie les importations de riz, qui fait aussi faire partie des milliards de devises, des milliards de francs CFA de devises chaque année. Alors on ne peut pas continuer comme ça, alors que nous disposons d'un certain nombre de potentialités. Koumbia est la première étape d'une série de 60 journées de sensibilisation qui touchera l'ensemble du territoire national. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation revisite le système d'évaluation en lien avec la réforme des curricula et la réforme du système éducatif. Cela passe également par le bilan des examens et concours professionnels de la session 2012-2013 qui réunit les acteurs concernés à Koudougou. C'est dans la cité du Cavalier Rouge que les acteurs de l'éducation se sont réunis pour faire le bilan de l'organisation des examens et concours scolaires et professionnels de la session 2012. Selon le rapport du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le taux de réussite à l'examen du certificat d'études primaires en 2012 est de 65,16% contre 63,99% en 2011. Le nombre d'admis au concours d'entrée en 6e est de 69 220 à l'enseignement général et 466 à l'enseignement technique et formation professionnelle. S'agissant des examens professionnels, on note 3 303 admissibles au certificat d'aptitude professionnelle et 428 au certificat élémentaire d'aptitude pédagogique. Nous sommes entièrement satisfaits de l'organisation des concours et examens de l'année 2012. Et il nous est donc revenu qu'en 2012, nous avons eu un score, un taux de 65%. Et nous espérons, et c'est notre souhait, qu'au certificat de l'année 2013, que nous puissions atteindre les 70, voire les 80%. En 3 jours, les participants vont faire une analyse critique de l'ensemble de ces résultats et réfléchir sur le système d'évaluation du préscolaire au post-primaire. Nous allons mettre l'accent sur la réflexion de l'évaluation qui doit se faire entre la classe de CM2 et la classe de 6e, étant donné que dans le cadre de la réforme du système éducatif, c'est un continuum. Si c'est un continuum, ça veut dire que le CM2 n'est plus une classe terminale. Donc nous allons réfléchir durant 2 jours sur l'évaluation, le type d'évaluation que nous allons faire pour que ça soit adapté au cas où le CEP ne sera plus en vigueur. L'organisation des examens et concours scolaires et professionnels de la session 2012 a mobilisé plus de 2 milliards de francs CFA. Des difficultés ont été également relevées, notamment le nombre élevé d'abandons et l'attribution des notes de complaisance. Et cette rencontre de Koudougou devrait permettre aux acteurs de formuler des recommandations pour l'amélioration de la session 2013. L'association Afrique de l'Ouest Solidarité, en partenariat avec le conseil régional, offre un CEG au village de Ba, dans la commune de Léna. Les populations ainsi que les autorités administratives étaient mobilisées le 23 janvier dernier pour l'inauguration du nouvel établissement. Le reportage de Adissa Lucienne Toé. Cette infrastructure scolaire consacre la fin du parcours du combattant pour les élèves et les parents d'élèves de cette localité. Fini donc les longues distances à parcourir. Le CEG, comme vous le savez, est un élément fondamental pour la formation des jeunes. Alors, un village qui n'a pas de CEG, c'est énormément de difficultés qu'il faut gérer. C'est un grand merci aux donateurs parce que nous en avions besoin. Et le budget communal, en moins de 5 ans, il serait difficile de doter telle infrastructure pour le village qui était dans les grands besoins.
Ce CEG a été construit grâce à la population et au conseil régional qui se sont mobilisés pour la construction du premier bâtiment, mais aussi grâce à l'association Afrique de l'Ouest Solidarité ASAO qui a financé la construction de 4 salles de classe et des bureaux. Nous construisons une école dans cette région où le collège est très important. Maintenant, nous connaissons le prix pour le bâtiment, le prix pour l'école et comme ça, je peux avoir d'argent de notre ministère seulement si je construis des écoles et des collèges dans toutes les régions de Burkina Faso. Les autorités ont salué cette initiative de soutenir l'éducation des enfants de bas. Le CEG a bénéficié d'une donation de 50 tables bancs de la part du ministère des Enseignements secondaires et supérieurs. À 26 jours de l'ouverture officielle de la 23e édition du FESPACO, le comité d'organisation rend visite au Moro Naba Bango pour solliciter les conseils et les bénédictions de l'autorité coutumière pour une bonne tenue des manifestations. Les organisateurs ont profité de l'occasion pour lui faire part de l'état des préparatifs et annoncer l'invité d'honneur du FESPACO 2013 qui est Alimata Salambéré, le reportage de Sali Nana. Conseil et bénédiction pour une bonne tenue du 23e FESPACO. C'est ce que le comité en charge d'organiser les différentes activités du FESPACO 2013 est allé solliciter auprès de Sa Majesté le Moro Naba Bango. Au Palais Royal, la délégation a fait le point de l'état d'avancement des préparatifs de la Biennale du cinéma africain qui s'ouvre le 23 février prochain. Il est bon toujours donc de se rapprocher, j'allais dire, des représentants de nos ancêtres, des gens qui sont sages, ou non seulement donc leur parler de vos préoccupations, mais souhaiter qu'ils puissent vous donner les conseils nécessaires pour que votre manifestation puisse, j'allais dire, se mener dans de bonnes conditions. Le Moro Naba s'est réjoui de cette initiative qui, au-delà du respect de la tradition, est un immense honneur fait à sa personne. Pour lui, le succès du FESPACO 2013 est l'affaire de tous. Il souhaite donc une cohésion au sein de l'équipe afin que la manifestation se déroule sous de bons auspices. Sa Majesté félicite et encourage cette initiative des organisateurs cette année qui est de choisir des femmes comme président de jury et une femme comme invitée d'honneur de marque. Et Sa Majesté dit qu'à l'image de traditions et des coutumes Mossi de Ouagadougou, la femme est au cœur du succès de nos coutumes, de nos traditions Mossi du royaume de Ouagadougou. C'est ainsi que Sa Majesté souhaite que les invités de tous les pays du monde arrivent dans la joie et repartent satisfaits de l'organisation de la 23e édition. Pour son édition de 2013, Alimata Salambéré est la personnalité invitée d'honneur. Le comité d'organisation rend ainsi hommage à une des fondatrices du FESPACO, celle qui fut par ailleurs ministre de la Culture de 1987 à 1991. Le département de la culture est à la recherche d'un mécanisme de financement et d'appui technique aux entreprises culturelles. Une étude a été commanditée sur la question dans le cadre du programme de renforcement des politiques et industries culturelles. Différents acteurs étaient invités à échanger et à valider les résultats de cette étude. Il ne faut plus que la culture soit perçue comme un secteur budgétivore, mais plutôt comme un maillon incontournable de l'économie burkinabé. C'est fort de cette conviction que le programme d'appui au renforcement des politiques et industries culturelles ARPIC a commandité une étude. L'une de nos préoccupations depuis un certain temps, c'est véritablement donc de développer les industries culturelles et créatives. Parce que longtemps, la culture a été considérée comme étant vraiment le parent pauvre et budgétivore et non rentable. Et nous voulons faire la preuve que ça, que ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste. Et qu'au contraire, nous devons commencer à développer une économie de la culture dans notre pays. Donc, avec la structure, le programme ARPIC qui a été mis en place, nous menons un certain nombre d'activités avec l'appui de l'OIF pour permettre effectivement le développement de ces différentes entreprises culturelles.
C'est donc la restitution de cette étude qui a rassemblé les acteurs du domaine de la culture qui devront échanger sur les résultats obtenus par William Kodjo, le consultant commis à la tâche. Cette étude a consisté à faire l'état des lieux du secteur de la culture et à faire des propositions de mécanismes de financement et d'appui technique aux entreprises culturelles. Au premier temps, nous avons essayé de mettre en place ou de proposer un dispositif qui puisse faire de la formation déjà, rendre les entrepreneurs culturels beaucoup plus professionnels, plus aguerris à affronter, je vais dire, les réalités du monde global et faire de la culture un secteur qui crée de la richesse et qui crée des emplois beaucoup plus que maintenant. À cela, il faudra mettre à la disposition des entreprises culturelles une banque d'experts et des outils financiers afin qu'elles mobilisent davantage pour l'économie burkinabé. Le feu s'est éteint dans les foyers et les cuisines de la Semaine nationale des arts culinaires. Certains cordons bleus rejoignent leurs régions respectivement avec des trophées. Les mets locaux présentés, aussi riches que variés, ont convaincu des palais experts. Reportage Wendata Nathalie Kawori. Organisée dans le but de promouvoir et valoriser les mets locaux du Burkina Faso, l'édition 2013 de la Semaine nationale des arts culinaires a été une réussite selon les organisateurs. Cette édition est celle de la confirmation au regard de la variété des mets présentés et de l'affluence qui a régné pendant une semaine au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané de Ouagadougou. L'affluence est encore plus grande que l'année passée, ce que nous avons pu observer. Et beaucoup d'exposants ont déjà fini leur stock. C'est dire que le public n'a pas du tout monnayé sa participation. Et c'est une grande réussite en tout cas du côté des organisateurs et un motif de grande satisfaction pour le ministère de la Promotion de la Femme qui a accompagné cet événement. En marge de cette édition de la SNAC, une compétition en art culinaire a été organisée et les résultats proclamés lors de la cérémonie de clôture. Les lauréates ont été primés dans 4 catégories, à savoir la catégorie boisson, la catégorie dessert, la catégorie plat léger et la catégorie plat de résistance. 3 prix ont été décernés dans chaque catégorie. La spatule de bronze composée d'un trophée, d'une attestation et de 100 000 francs. La spatule d'argent qui comprend un trophée, une attestation et 200 000 francs. Et la spatule d'or dont les lauréates sont repartis chacune avec une attestation, un trophée et la somme de 300 000 francs CFA. Des prix spéciaux composés de bidons d'huile, d'attestation et d'un montant allant de 50 000 à 150 000 francs ont également été décernés à 12 personnes qui se sont distinguées dans le menu qu'elles ont présenté. Le sanctuaire marial Notre-Dame de Yarma sera les 9 et 10 février prochains le point de convergence de fidèles catholiques pour le pèlerinage diocésain de 2013. Le comité d'organisation a donné les détails du déroulement du pèlerinage. L'innovation majeure cette année sera la dédicace de l'église du sanctuaire. Reportage Sylvestre Da. Le pèlerinage diocésain au sanctuaire Notre-Dame de Yarma 2013, c'est pour les 9 et 10 février. Le comité d'organisation dit être à pied d'œuvre pour que l'événement soit à la hauteur des attentes de l'Église Famille de Dieu au vu de la particularité de cette édition. Les innovations de cette année, c'est que chaque jour a son thème et l'innovation par excellence, c'est que l'événement qui nous rassemble, c'est la dédicace de l'église Notre-Dame de Yarma. Au programme, il y aura aussi des louanges et adorations, des célébrations eucharistiques, des expositions du Saint-Sacrement, des enseignements des thèses liturgiques, des chapelets communautaires. Bref, le diocèse de Ouagadougou entend faire du pèlerinage 2013 un témoignage de la foi de l'Église en ce début d'année liturgique consacrée justement à la foi. Le comité d'organisation recommande aux pèlerins une préparation spirituelle dans les paroisses, dans les communautés chrétiennes de base et dans les familles les 6, 7 et 8 février. 3 jours qu'ils devront consacrer à la prière intense, dit Tridium. Le triduum de prière que tout le diocèse est invité à vivre constitue 3 jours de prière. Tout au long de ces 3 jours, il y a une intention qui doit traverser cette prière, c'est de préparer l'ensemble des fidèles à pouvoir bénéficier des indulgences les 9 et 10 et en même temps saisir l'occasion de cette prière pour sensibiliser, comme je l'ai dit, sur l'importance de la famille et du mariage selon la loi naturelle. Les pèlerins qui le souhaitent
pourront passer la nuit du 9 au 10 février au sanctuaire. Le comité d'organisation dit travailler avec différentes structures religieuses ou non afin de garantir la sécurité des pèlerins ainsi que le bon déroulement des activités. Du sport à présent, Coupe d'Afrique des Nations, donc le Burkina affronte demain à partir de 17h la Zambie dans le cadre donc du dernier match des phases de poule du groupe C. Un match décisif pour les étalons qui va se jouer simultanément avec la rencontre Nigeria-Éthiopie. Pour sa part, le 12e joueur étalon est bien en forme et déterminé à pousser jusqu'à la victoire. Ils sont basés à Pinlekin. Et Arsène Kafando et Lassina Sawadougou sont allés à leur rencontre. Reportage. Située à plus de 40 km du cœur de la capitale du Mbombela, la province qui a pour capitale Nesprut, Pinlekin est le quartier général des supporters des étalons. Arrivés par vagues, les supporters et les autres membres de la délégation sont presque tous logés en ce lieu, sans distinction aucune. Ici, le 12e homme a droit à tous les égards. 3 repas en buffet libre par jour. C'est l'heure du déjeuner. Un repas qui s'étend sur 3 heures de temps et chacun peut venir quand il le veut. Le cadre est enchanteur avec cette vue et ce décor. La vie ici est celle d'une famille où tous les membres sans discrimination aucune souhaitent une et une seule chose. La victoire des étalons et surtout la qualification pour les quarts de finale. Nous sommes là, c'est pour que les étalons puissent aller de l'avant. Vous avez vu au stade comment nous avons animé 90 minutes pendant le match et 1 heure même avant le match, nous avons commencé à animer. Tout ça pour pousser nos 11 nationales à aller de l'avant. On est bien logé sur le point de vue hébergement, restauration, il n'y a rien à souligner. C'est propre. Maintenant, il nous reste à genoux la Zambie. C'est une première fois en tout cas que nous voyons, en tout cas de s'inscrire dans l'histoire en déplacement. C'est pour dire qu'aujourd'hui, le Burkina Faso est fier de son étalon. Les plus anciens se rappellent que l'Afrique du Sud a été le début de la présence du Burkina à la CAN, mais aussi le commencement d'une crise qui peut-être a pris fin sur cette même terre. C'est ici que nous avons débuté tous nos problèmes qui passent au pays aujourd'hui, parmi les supporters, les entraîneurs. Mais Dieu merci. Pour longtemps, tout ça, bon. Cette fois-ci qu'on s'est retrouvé, on remercie l'État. Nous avons conscience de notre qualification pour le 2e tour. Ici, la victoire contre l'Éthiopie et le nul devant le Nigeria sont des signes d'un renouveau et qui ne peut que les galvaniser. Désormais, on pense à la 3e rencontre décisive face à la Zambie ce mardi. Nous étions en compagnie de la troupe d'animation de l'Union nationale des supporters des étalons, ici à Pinlekin, c'est leur base, et en toute convivialité, nous vous disons au revoir et à très bientôt. En Égypte, les violences ont fait plus de 50 morts en l'espace de 3 jours. Face à la situation, le président égyptien Mohamed Morsi décrète à la recherche et fut député et ministre. Vous allez voir en image. Né en 1930 à Bilanga, dans la Nyanya, il a fait ses études primaires à Fadangourma de 1943 à 1950. Il a fréquenté le cours normal de Waiguya, l'école normale de Katibougou au Mali, l'école normale William Ponty au Sénégal. Après son baccalauréat, il poursuit ses études universitaires qui le conduisent donc au Sénégal, à Abidjan et en France. Il a été surveillant, instituteur, professeur. Côté engagement militant et partisan, il a été spécialiste, syndicaliste, homme politique, député et 2 fois ministre à la fin des années 1970. Diassano Moïse Lankandé est de ceux qui ont porté le parti du regroupement africain PERA sur les fonds baptismaux. Que la terre du Burkina lui soit légère. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie de nos programmes.